Odile Guérin, Société géologique et minéralogique de Bretagne, avec le soutien de l'association ETAP. Alors le stand est vraiment d'actualité puisqu'il parle du réchauffement climatique, du changement climatique actuel. Donc avec d'abord un petit historique, montrer que les variations climatiques, ça a toujours existé à l'échelle géologique, avec des périodes où la Terre était complètement gelée, d'autres où il n'y avait plus du tout de glace à la surface de la Terre. Et ça, ce sont des cycles naturels. Ensuite, on parle du réchauffement actuel. Donc, à quoi il est dû ? Il est dû effectivement à 95% à l'activité humaine et peut-être à 5% des facteurs astronomiques. Alors, les conséquences du réchauffement, et ça nous concerne directement dans le Trégor, c'est la remontée des eaux, la remontée de la mer, qui est patente déjà. Et alors on explique un peu les conséquences avec par exemple ce qui se passe actuellement à l'île Molène, et puis des petites expériences très simples pour comprendre pourquoi la mer monte. Il y a deux facteurs. Le premier, c'est la dilatation thermique, c'est-à-dire que comme l'eau de mer est plus chaude, elle prend plus de place, et on estime qu'actuellement il y a 15 cm du réchauffement de la remontée des eaux sur 30 cm, donc on va dire pratiquement la moitié, qui est liée à la dilatation thermique. Et la deuxième, et ça c'est ce qui va s'amplifier à l'avenir, c'est la fonte des glaces. Alors on a simulé ici la fonte des petits glaciers. On va dire si les glaciers représentent tous les glaciers du monde, il y en a quand même 215 000, on estime qu'ils seront pratiquement tous fondus à la fin du siècle. Le Groenland, c'est 12,5 fois plus important en volume que tous les glaciers du monde. Donc là, on a commencé à le faire fondre. Les volumes sont proportionnels. Et puis l'Antarctique, c'est 145 fois le volume des petits glaciers. Donc lui, il va mettre beaucoup plus de temps à fondre. Mais si toutes les glaces fondent, c'est pas tout de suite. Les petits glaciers, ça va être très vite fait. Mais si toutes les glaces fondent, on aura une remontée du niveau de la mer de 77 mètres. C'est à horizon de quelques centaines d'années, voire millénaires. Mais ça peut se produire, ça s'est déjà produit à l'échelle géologique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Benoît Vauzel, je suis enseignant-chercheur au sein de l'équipe multiple de l'IETR. Donc nous sommes une équipe de recherche localisée à l'ENSAT de Lannion et nous faisons du traitement d'images un peu particulière, c'est de l'imagerie hyperspectrale et obtenue en fait par observation aérienne. Donc on fait des acquisitions à partir de capteurs embarqués sur des avions, la plateforme d'imagerie aéroportée du laboratoire ou sur drone demain. Et notre objectif, c'est de développer des méthodologies d'analyse et de traitement du contenu de ces images et de mettre à disposition des cartes métiers à disposition des opérateurs métiers pour répondre à leurs besoins. Donc on va expliquer ça plus en détail avec Josias, qui est notre ingénieur, qui va vous expliquer rapidement ce que l'on peut faire en termes d'acquisition, d'analyse et de traitement dans la foulée. Bonjour, donc Josias Lefebvre, donc je suis ingénieur de recherche au sein de l'équipe multiple et donc je vous présente ici les particularités de l'imagerie hyperspectrale. Donc une imagerie en fait dont l'essence est de pouvoir restituer l'information avec une finesse qui permet d'en extraire l'information utile pour nos applications. Je montre ici l'intérêt en fait de cette richesse spectrale. Donc c'est de pouvoir distinguer les matériaux qui sont vus dans les images grâce à la finesse d'information spectrale qui est montrée sur ce graphique. Et après traitement, donc la restitution de cette information permet de pouvoir tout simplement observer les phénomènes qui sont au centre de nos problématiques et de pouvoir produire des cartes qui seront utiles pour la prise de décision des thématiciens.
Alors bonjour, je me présente Éric Desflocs, président de l'association Infotema de Bégard. Aujourd'hui, nous présentons au public le capteur d'air citoyen, c'est-à-dire un capteur que chaque adhérent Infotema peut monter. Donc on explique la démarche, le fonctionnement, l'assemblage. Et l'intérêt de la chose, c'est justement collecter des informations sur les particules fines et transmettre ces informations directement sur Internet. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des données citoyennes, donc ouvertes, de créer, constituer une carte nationale, voire internationale, et permettre justement l'usage de ces données ouvertes via des logiciels. Donc bonjour, moi je m'appelle Charles et je travaille à la Maison du Littoral de Ploumanac. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition Rivage en mouvement qui a été initiée par le Conservatoire du Littoral. Alors le projet Adapto et le but de ce projet, c'est d'essayer de gérer le littoral de manière souple. Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, il faut savoir que les plages s'érodent au fur et à mesure du temps et l'homme a toujours essayé de lutter contre cette érosion. De manière historique, les principales gestions étaient surtout de mettre des digues. Donc ça met en place une gestion, on va dire, dure. Le problème, c'est que quand il y a une tempête et qu'une digue casse, il faut la reconstruire et c'est des moyens très onéreux. Dans ce projet, le but, c'est plus de faire entrer la nature en jeu et de créer de véritables zones tampons, c'est-à-dire de grosses zones naturelles, donc qui peuvent être des mangroves, des dunes, des polders, etc. Et le but de ces zones vont permettre en fait d'atténuer en fait les tempêtes et la houle qui peut fracasser le littoral. Bonjour, Maël Le Guen du service patrimoine naturel de Lannion-Trégor Communauté. Donc dans le cadre de la fête de la science, on parle de la thématique des économies d'eau, parce que comme vous le savez peut-être, on est en crise sécheresse sur le département des Côtes-d'Armor et sur l'ensemble des départements bretons depuis le 11 août. Et donc on essaie de sensibiliser le grand public aux gestes du quotidien qui peuvent permettre d'économiser l'eau potable et de passer le cap un petit peu difficile peut-être de la fin de l'année par rapport aux ressources en eau potable. Et puis plus globalement, d'engager un petit peu une démarche de réduction des consommations d'eau potable dans la maison, donc en parlant également de l'état des ressources sur l'ensemble du territoire. Bonjour, Thomas Fradet du service patrimoine naturel de Lannion-Trégor Communauté. Donc sur le stand aujourd'hui, nous parlons élévation du niveau marin et risque de submersion marine. Donc en partant des données d'élévation passée du niveau de la mer à l'échelle du globe et en particulier au niveau du marais Grave de Brest, on s'intéresse en fait au risque de submersion marine présent sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté. Illustré ici par cette photo des quais de Lannion submergés, mais également de manière un peu plus large sur l'ensemble du territoire au travers d'un atlas de l'aléa submersion marine. Bon, donc là, on arrive sur une case qui est une case avec le soleil et avec un thermomètre, qui est évocateur du réchauffement climatique. Alors effectivement, le réchauffement de l'eau au niveau des récifs coralliens est assez catastrophique parce que on a une symbiose entre des algues et les polypes des coraux. Et quand il y a un stress, notamment un stress thermique, élévation de la température, eh bien les coraux vont expulser les microalgues qui sont dans leur tissu, sauf que les microalgues donnaient la nourriture finalement par photosynthèse aux coraux. Les coraux sont capables, avec leurs tentacules urticants, de capturer du plancton, mais on considère que la nourriture capturée, c'est de l'ordre de 20 à 10% seulement. Les 80 ou 90%, c'est amené par les algues. Donc s'il n'y a plus les algues, c'est la mort des coraux. Donc là, évidemment, quand on tombe sur cette case, c'est catastrophique. Et donc, on va retirer, malheureusement, un morceau du récif corallien, puisqu'on n'a pas, pour l'instant, de carte qu'on aurait pu échanger pour préserver le récif corallien. Donc,
Voilà, alors c'est le blanchissement des coraux, absolument, c'est tout à fait ça. Mais le blanchissement des coraux, c'est, j'allais dire, un suicide alimentaire. C'est-à-dire que les coraux, quand ils expulsent les microalgues, ils expulsent leur source de nourriture. Alors ils peuvent tenir quand même sur les réserves de l'ordre de 2 à 3 semaines. Donc si l'épisode de température élevée est résolu pendant cette période et qu'ils peuvent reprendre dans le milieu naturel des microalgues qui vont se développer dans le polype, ils peuvent passer. Donc on a des épisodes de blanchissement qui n'entraînent pas obligatoirement la mort. Tout dépend de la durée de l'épisode qui a fait qu'il y a eu le blanchissement. Bien, écoutez, donc ce qu'on peut dire sur ces 2 journées, c'est que beaucoup d'exposants et encore plus de visiteurs sont venus calculer l'impact carbone de leur déplacement pour venir à la fête. Pour beaucoup, c'était une découverte, une prise de conscience. Et puis ça a donné lieu à beaucoup d'échanges, notamment sur la comparaison de la voiture thermique et de la voiture électrique, ou de la voiture thermique et des transports en commun. Et il y a eu également beaucoup de questions sur le vélo et les difficultés mentionnées par pas mal de personnes sur le fait qu'on ne se sent pas toujours en sécurité sur tous les trajets quand on essaye de se déplacer à vélo. Voilà. Et beaucoup de questions annexes aussi par rapport à la fête, mais intéressantes sur les prochaines vacances en train ou en avion. Voilà, donc beaucoup d'échanges avec à partir des calculs qu'on a pu faire avec ce calculateur. Alors c'est difficile de donner des chiffres en total parce que j'ai pas eu ici sur le stand suffisamment en pourcentage parmi les personnes venues. On a parlé de 600 personnes hier et apparemment moi hier j'ai 60 cases remplies entre guillemets, donc je peux pas dire que les chiffres que j'ai au niveau du total soient significatifs. Et comme je n'ai pas non plus fait, alors ça pourrait être fait une autre occasion, mais enregistrer les lieux de provenance, c'est difficile aussi de répondre à une question intéressante qui serait: est-ce que la fête aurait moins d'impact si elle était placée à tel ou tel endroit? On ne peut pas pour le moment répondre non plus à ce type de questions. Évidemment, dans ce type d'événement, beaucoup de personnes viennent en voiture. Beaucoup de Lagnonnais viennent à pied, voire à vélo. Et par contre, alors j'ai strictement personne qui est venu ni aujourd'hui ni hier en bus et car. Alors je crois qu'aujourd'hui les transports en commun ne fonctionnent pas. Et ce sera vérifié. Mais même hier où il fonctionnait, j'ai pas eu d'utilisateurs et j'ai eu beaucoup de commentaires sur les horaires des bus et cars dans l'agglomération qui n'étaient pas forcément adaptés aux horaires de travail par exemple ou même dans la journée. Mais voilà, il faut toujours prendre ça comme des opportunités ou des pistes d'amélioration. Tous les commentaires que je reçois, je les prends comme des opportunités à transmettre aux personnes concernées. Et notamment, il y a beaucoup de demandes sur le fait de pouvoir se déplacer à vélo en sécurité de la part de familles.